Mesdames et messieurs, bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver tous les jeudis sur le plateau de votre émission numérique Malinov. C'est parti pour le sommaire du numéro 88. L'hygiène et la lutte contre la précarité menstruelle sont aujourd'hui le cheval de bataille de plusieurs jeunes dames. Le cas d'espèce d'aujourd'hui est celui de Royal Anne Kojo qui a créé des culottes menstruelles sous la marque de Soins Intimes. Les détails à suivre. À suivre ce soir, des projets de cybersécurité et de cybercriminalité axés sur la protection des données et l'intelligence artificielle, tout ceci développé par Aliou Maïga, consultant international en cybersécurité et cyberdéfense. Si vous en aviez marre des pubs qui apparaissent sur vos écrans quand vous regardez vos vidéos sur YouTube, eh bien, dites-vous que votre cas n'est pas encore prêt de s'arranger. La plateforme prévoit une autre stratégie basée sur de plus longues publicités qui, selon eux, fluidifierait l'expérience utilisateur et avantagerait également les partenaires annonceurs. Bonne nouvelle ou pas, écoutons le développement de cet élément et faisons-nous notre idée. YouTube, le géant de la vidéo en ligne, envisage de révolutionner sa manière de diffuser les publicités afin d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs. En effet, d'après une récente publication sur son blog, la plateforme prévoit d'apporter d'importants changements dans la façon dont les publicités sont diffusées pendant la vidéo lue sur TV. Jusqu'à présent, YouTube avait l'habitude d'insérer fréquemment de courtes publicités au milieu des vidéos, parfois perturbant l'expérience de visionnage. Toutefois, la dernière annonce de la plateforme suggère une approche novatrice pour les utilisateurs sans abonnement premium. Ainsi, au lieu des interruptions intempestives, YouTube vise et expérimente des segments publicitaires plus longs et moins fréquents. Ce changement audacieux a pour objectif d'offrir une expérience de visionnage plus fluide. Les utilisateurs verront moins de publicité pendant leurs vidéos, ce qui pourrait potentiellement accroître leur satisfaction. Et de leur côté, les annonceurs pourraient bénéficier d'une occasion de diffuser des publicités plus longues, leur permettant de mieux transmettre leur message. Dans son article de blog, YouTube précise aussi qu'un compte à rebours publicitaire simplifié fera prochainement son apparition. Au lieu du traditionnel message, la vidéo sera lue après les annonces situées dans le coin inférieur droit. YouTube prévoit d'implémenter un compte à rebours indiquant le temps restant avant que le spectateur puisse zapper la publicité, ainsi que la durée totale de la pause publicitaire. Ces développements récents s'ajoutent à une série de modifications apportées par YouTube à ses publicités tout au long de l'année. Une des principales évolutions a été l'introduction de publicités de 30 secondes non désactivables sur l'application TV. Une décision qui avait suscité des réactions mitigées de la part des utilisateurs, mais qui n'avait pour autant pas eu d'impact sur la plateforme, qui demeurait résolument axée sur l'amélioration de ses publicités pour répondre aux besoins de sa communauté. Quoi qu'il en soit, ces initiatives marquent un tournant significatif dans la stratégie publicitaire de YouTube et seront scrutées de près par les utilisateurs, les annonceurs et l'ensemble de l'industrie. C'est dans un esprit de lutte contre la précarité menstruelle, de préservation de l'écosystème et de création d'une chaîne de solidarité où des femmes soutiennent d'autres femmes que Royal Kojo s'est lancé dans une aventure de vente de culottes menstruelles. Son entreprise, qu'elle a nommée Soins Intimes, fabrique des culottes menstruelles pour les femmes et jeunes filles. Objectif, offrir des changements durables dans la vie des femmes et filles au Mali et dans la sous-région. Suivons. Âgé de 22 ans et diplômé en optométrie à l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique IOTA, l'attachement de Royal Anne Kojo pour l'hygiène menstruelle a commencé aux États-Unis où elle a rencontré son mentor qui lui a transmis sa passion de la lutte contre la précarité menstruelle. Elle s'est aussi inspirée de son vécu à travers son inconfort avec plusieurs serviettes hygiéniques. De retour au Mali, elle décide d'utiliser ses acquis pour redonner à sa communauté en créant des culottes menstruelles made in Mali. Je me rappelle, la première fois que j'ai eu mes règles et que j'ai porté en fait les serviettes, j'ai détesté la sensation. J'étais très inconfortable, je me disais mais donc c'est comme ça que je vais devoir vivre jusqu'à ma ménopause et pour moi c'était quasi inconcevable de continuer comme ça. Je me suis juste dit pourquoi ne pas aller en fait sur la base d'une culotte normale, une culotte de tous les jours qu'on porte. Et comme vous pouvez le voir, c'était un vrai fiasco. La partie absorption, elle est hyper lourde et elle est inconfortable parce que j'ai fait essayer à des amis et enfin, les retours, ils n'étaient pas top. Après les premiers modèles qu'elle a appelés fiasco, l'heure était pour elle à plus de réflexion
et des formations de renforcement de capacité. Après plusieurs étapes, le parfait design est enfin trouvé. C'est ainsi qu'en 2022, j'ai vraiment suivi, j'ai payé un cours en fait qui m'a aidé à connaître les bons tissus et j'ai aussi payé des patrons de couture pour pouvoir amener les 2 modèles que j'ai actuellement. Il y a celui en dentelle qui est là et on a aussi celui qui est fait juste avec de l'élastique mais qui est plutôt taille-haute, qui est juste là. Les culottes sont pour l'heure confectionnées sur la couleur unique du noir, de la taille S à XL et commercialisées au Mali et au Bénin. Au-delà d'être une alternative à l'hygiène et la précarité menstruelle, Royal Kodjo voulait également choquer, d'où le nom de l'entreprise, So Intime Culotte. Le nom même de l'entreprise représente une histoire censée choquer, affirme la promotrice. Je voulais que dès qu'on entende le nom, qu'on sache en fait que ça a un rapport avec l'intimité, que c'est quelque chose d'assez tabou dans la société. Et je viens d'assez loin parce que quand il s'agissait des règles avant, je n'en parlais même pas avec mes sœurs. J'étais vraiment très très timide là-dessus. Et je voulais que dès qu'on dise le nom de mon entreprise, qu'on sache directement que c'est tabou parce que je voulais choquer en fait. C'était mon objectif. Et après je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire So qui veut dire en fait tellement. Donc en gros, c'est comme si c'était tellement intime. Pour un sujet qu'elle pensait tabou et difficile d'approche, les résultats des derniers designs des culottes sont plutôt impressionnants. Les réactions sont même au-delà de mes attentes. J'ai découvert une joie inattendue en échangeant avec les femmes de ma communauté, nous confie la promotrice. Elles l'utilisent et elles apprécient beaucoup, au-delà de mes attentes même. Et ça fait très très plaisir quand je vois là où j'ai commencé, là où j'en suis aujourd'hui. Le produit commence à être découvert tout timidement, mais je suis vraiment très contente de tout ce qui se passe. Et chaque achat en fait est une très grande victoire pour moi. J'ai commencé à porter les culottes mensuelles juste après la cérémonie, disons en février. Donc depuis lors, je m'en passe plus. Parce que franchement, côté absorption, côté qualité, côté confort, il n'y en a pas deux. Et puis disons que, moi avec les cotons, j'avais du mal pour les jeter et tout. Et des fois aussi, ça collait, ça me donnait des infections. Et puis quand on jette chez nous, il y a le chien. Il part dans la poubelle, il prend, il jette partout. Donc franchement, So Intime, ça m'a sauvé la vie, quoi, franchement. Consciente de la difficulté qu'ont les femmes en zone rurale à obtenir des kits menstruels de qualité, elle décide de faire de So Intime une entreprise sociale. Un pourcentage sur chaque vente de culottes est pris afin de confectionner d'autres culottes et en faire don dans les zones précaires. Monsieur Aliou Maïga est l'invité de Malinov ce soir. Malien de la diaspora, il prépare un retour au pays basé sur des projets technologiques axés sur la cybersécurité, la cybercriminalité et la sécurité des données. Les détails de ces projets dans un instant avec notre invité du jour. Bonsoir Monsieur Maïga. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci beaucoup. Vous êtes consultant international en cybersécurité et cyberdéfense. Vous cumulez 24 ans d'expérience dans les technologies de l'information et de la communication et 17 ans dans la sécurité de l'information et la cybersécurité. Est-ce que ces domaines qui se rejoignent en quelque sorte, est-ce une passion à la base pour vous? Oui, exactement. C'est une passion à la base puisque ma formation a débuté avec les technologies de l'information où j'ai fait un bachelor en computer science qu'on appelle généralement génie logiciel. Donc, lorsque j'ai fait mon bachelor en computer science, je me suis spécialisé en mathématiques et dans les réseaux et la programmation de langage d'ordinateur. Donc, après, j'ai fait un master en TIC, dans laquelle je me suis spécialisé dans la cybersécurité et le management des systèmes d'information. D'accord. Alors, je rappelle que vous avez une carrière que vous avez pratiquement faite aux États-Unis en cumulant plusieurs postes, notamment
en matière de TIC, surtout en matière de cybersécurité, de cyberdéfense. Okay. Aujourd'hui, vous êtes en voie de vous installer au pays avec plusieurs projets. Oui. Des projets sur notamment la cybersécurité et la cybercriminalité. Okay. Quand on parle de projets dans un domaine, c'est qu'il y a des défis. Selon vous, quels sont les défis auxquels le Mali est confronté en matière de cybersécurité et de cybercriminalité? Okay. Bon, merci pour cette question, c'est une belle question. Bon, le défi en général, c'est le niveau de professionnalisme des gens qui sont dans le domaine de TIC. Voilà, parce qu'il faut se spécialiser dans ce domaine de cybersécurité, faire beaucoup de recherches, prendre beaucoup de cours, voilà, pour que tu puisses être à niveau. Voilà, donc le défi, c'est au niveau de l'éducation. Donc il faut mettre des curriculums, des cours à nos universités pour que les uns et les autres puissent apprendre. Bon, les gens qui travaillent dans les banques, ils sont dans la cybersécurité, donc il faut qu'ils s'améliorent à tout moment. Donc, c'est un apprentissage continuel, il ne faut jamais relâcher. Donc, ce défi, c'est changer les curriculums, introduire dans nos universités des curriculums par rapport à la cybersécurité, par rapport à la sécurité de l'information. D'accord. Voilà. Quand on prend un pays comme les États-Unis et qu'on prend le Mali, nous savons qu'il y a un très grand écart quand on parle de cybersécurité, de cybercriminalité. Ouais. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut mesurer un peu ces grandes différences que vous voyez entre les États-Unis et surtout le Mali? Bon, et tout autour de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup d'universités aux États-Unis, des écoles secondaires que les gens vont pour apprendre ces spécialisations. Donc, au Mali aussi, on doit avoir des écoles de formation qui peuvent enseigner les gens, les uns et les autres, et à se spécialiser dans ce domaine. Au vu des défis que vous venez d'énumérer, vous êtes surtout basé sur l'éducation. Au vu des défis que vous venez de citer, qu'est-ce que vous venez proposer au Mali, sinon aux Maliens? Et il y a certains règlements en matière de cybersécurité au niveau des professionnels qui travaillent dans les services publics et parapublics du Mali, au niveau des banques, des structures financières. Donc, ces normes et guides-là doivent être comprises par les professionnels pour qu'ils puissent l'appliquer sur nos infrastructures, nos systèmes d'information. Donc, ce défi, ça c'est un autre défi, parce qu'il faut la compétence dans ce domaine. Voilà, donc les gens, après avoir étudié, certaines personnes peuvent faire la certification pour pouvoir être spécialisés dans certains domaines. Donc, la façon dont vous comptez aider, c'est surtout en matière de formation, si je comprends bien. En matière de formation donc, et de pratique, parce que ça va ensemble. Bon, quand les forment théoriquement, il faut faire la pratique. Voilà, donc en faisant la pratique, en ce moment, ils peuvent savoir comment il faut appliquer ça dans leur environnement de travail. D'accord. Voilà. Justement, c'est avec ce projet que vous créez, vous avez pour vocation de créer l'entreprise GCA Technologies. Dites-nous, qu'est-ce que GCA Technologies va faire? Bon, GCA Technologies, c'est la gestion de l'information, la sécurité informatique et l'audit informatique. Et en plus, il y a les technologies. Donc, GCA Technologies va s'occuper de la cybersécurité et de la cyberdéfense dans le cadre des militaires et des paramilitaires. Donc, comment est-ce qu'il va s'occuper de la défense des militaires et paramilitaires? Bon, maintenant, il faut rapprocher la défense. Voilà, pour leur dire les compétences que tu as, si tu peux les transférer. Donc, il faut les rapprocher par rapport à ça. Donc, tout ce qui est investigation forensique, l'investigation criminelle en cas de criminalité. Donc, comment tu peux faire des investigations? Donc, tu peux les rapprocher par rapport à ça. Tu peux les rapprocher par rapport aux gestions des risques qui se trouvent à leur infrastructure. Voilà, donc, tu peux les rapprocher par rapport à toute nouvelle technologie qui sort et qui peuvent les rendre vraiment beaucoup plus facile à voir l'environnement, comment combattre les mal quand ils arrivent à eux. À travers la période qu'on est en train de passer, voilà, donc c'est sûr et certain qu'il va y avoir beaucoup de cyberguerres entre le Mali et d'autres pays. Donc quand les uns et les autres seront formés dans ça, ils peuvent réellement se défendre. D'accord. Voilà. Donc est-ce que là, si je comprends bien, selon vous, il y a des compétences qui manquent sur place dans ces deux volets-là? Oui, effectivement, il y a beaucoup de compétences qui manquent. Donc, la raison pour laquelle nous, on veut, en tant que diaspora, on revient au pays pour pouvoir former les gens par rapport à ça. Donc, GCA Technologies va avoir un volet de formation dans certains domaines de la cybersécurité. Donc, en ce moment, c'est pour rehausser le niveau de compétences des professionnels dans leur lieu de travail. Voilà, donc, en ce moment, quand les gens seront au même niveau, donc, c'est sûr et certain que les attaques internes et les attaques externes, ce sera beaucoup plus diminué. Ils vont avoir la capacité de minimiser le dégât.
D'accord. Au-delà de JCA, vous avez d'autres projets. Dans un ensemble, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi va être porté ces différents projets-là? Bon, maintenant, le projet, à part JCA, j'ai un projet qu'on appelle InfoSec Africa. Voilà, puisque dans mon mindset, ce que je pense, c'est de faire Bamako le cyber hub de l'Afrique occidentale. Donc, en ce moment, il faudra réunir les spécialistes à la matière, les gens qui sont dans l'industrie de cybersécurité, pour que je puisse leur parler, on puisse mettre en place InfoSec Africa. Parce que ça va qu'il faut faire beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires, pour que Bamako puisse être vraiment dirigé dans ça. Bon, j'ai d'autres projets de formation pour d'autres sociétés que j'ai envie de créer. Voilà, donc un sera sur Afrique Design. Voilà, c'est Afrique Design, puisque au moment donné, les plateformes web et e-commerce, bon, et beaucoup de choses sur la plateforme multimédia, il y a un grand progrès. Donc Afrique Design va s'occuper de ça. Donc après, il y a AfriPair, donc tout ce qui est installation, infrastructure à travers le pays. Bon, tout ça, il faut avoir la sécurité autour de ça. Voilà, donc quand il fait le site web, il va avoir beaucoup de sécurité. Il faudra appliquer aux bases de données, aux plateformes web, etc., etc. Donc, il y a une école de formation que j'envisage de mettre sur place pour former les gens encore. Et là aussi, ce sera quelque chose qui sera jamais vu en Afrique de l'Ouest. On a parlé du fait que vous dites qu'il y a des compétences qui manquent. Aujourd'hui, quand on voit les startups, les jeunes startups qu'on a ici, il y a beaucoup de gens qui vont dans le sens de ce que vous dites, qui créent des solutions, par exemple, et qui sont dans le domaine de cybersécurité, etc. Mais est-ce que ce n'est pas complètement poussé au niveau où ça doit être? Effectivement. Donc, ça doit être poussé au niveau que ça doit être. Parce que s'il y a un attaqueur qui veut faire du mal, il va faire le même au même titre que dans les pays développés. Donc en ce moment, nous, on doit pousser notre niveau de défense. Raison pour laquelle il faut former les gens dans beaucoup de choses. Comment il faut minimiser ces attaques-là. Voilà, donc il faut faire beaucoup d'avertissements qu'on appelle awareness. Donc il faut faire beaucoup d'avertissements puisque la majeure partie des attaques viendra de la défense des utilisateurs. Donc les utilisateurs ils vont faire quelque chose qui fait que quelqu'un peut pénétrer dans leur système d'information pour faire du dégât. D'accord. Voilà. Donc, je le disais tantôt qu'au-delà du Mali, vous visez l'Afrique. Ce que vous voulez, c'est comment combattre la cybercriminalité en Afrique. Et nous savons que dans beaucoup de pays africains, c'est quand même quelque chose qui est très développé. Au-delà des défis du Mali, comment comptez-vous vous y prendre pour l'Afrique tout entière? Oui, j'avais écrit un document de politique, comment est-ce que les pays africains peuvent se défendre contre la cybercriminalité. Puisqu'il y a beaucoup de cas de crimes qui se trouvent dans notre sous-région. Donc il faut vraiment mettre des méthodologies, des techniques sur place. Il faut avertir les gens, former les gens comment se protéger. Donc raison pour laquelle il ne faut pas se limiter uniquement au niveau du Mali. Donc il faut propager la ligne sur d'autres pays de la sous-région. Donc en ce moment, les gens seront mieux avertis, ils seront mieux outillés comment se défendre en cas d'attaque. Voilà, donc raison pour laquelle j'aimerais faire face à d'autres pays et pour pouvoir renforcer la ligne de défense. Vous insistez beaucoup sur l'éducation en matière de cybersécurité et de cybercriminalité. Mais quand on prend dans le sens concret de cette formation, elle implique quoi et quoi? Bon, maintenant, il faut commencer par les BABA. Il faut connaître comment est-ce que ce qu'on appelle la sécurité de place. Sécurité de place par des virus, comment les virus se propagent, comment les attaques peuvent être faites, les attaques en langage traditionnel, on peut l'appeler SQL injection. Voilà, donc il y a beaucoup d'attaques, il faudra savoir comment elles se manifestent. Donc les gens doivent connaître ça. Donc ils doivent connaître les outils qui peuvent les aider à se défendre contre ces petites attaques comme ça. Donc à partir de là, maintenant, tu peux te spécialiser en pénétration test, c'est-à-dire les gens appellent intrusion, c'est-à-dire qu'il faut connaître comment il faut entrer dans le système des gens. Donc après, tu peux te spécialiser dans la sécurité des bases de données, dans la sécurité des applications web, puisqu'il y a beaucoup d'attaques qui se passent au niveau des plateformes web. Donc tu peux te spécialiser dans ça, donc tu peux te spécialiser dans le système de façon générale. Donc tout ça, ça dépend du professionnel qui veut se spécialiser dans la sécurité de bases de données ou bien des applications web, ou bien dans juste sécurité par rapport à l'environnement. Voilà, à l'environnement. Donc il faut mettre des politiques de sécurité dans les entreprises. D'accord, mais est-ce que quelque part,
en allant plus loin, on ne va pas être buté au problème de base de données et de protection des données. Parce que Internet, par exemple, on n'a pas notre base Internet chez nous. Internet, ça ne vient pas de chez nous. Okay. Donc, c'est des bases de données qui sont stockées ailleurs, par exemple. Et donc, est-ce que même le fait de se former à plein de choses, les Américains, ils ont leur propre base de données, ce n'est pas stocké autre part. Ouais. Mais nous, on ne crée pas, on n'a pas créé Internet, on n'a pas créé quelque chose où c'est stocké chez nous, même avec nos propres données. Est-ce que quelque part, on ne sera pas buté à ce problème? Oui, bon, ça dépend de la politique du gouvernement en ce moment. Parce que quand vous regardez le cas des RAVEC, moi j'étais ici au Mali, j'avais souligné ça. Donc il faut que nos bases soient restées chez nous. Donc voilà, donc c'est bon d'avoir nos bases de données chez nous ici. Voilà, donc tout projet qui va faire que notre base de données sera hébergée quelque part, si on peut les empêcher, il faut les empêcher. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont sur le cloud, c'est-à-dire que tu vas héberger ton données quelque part d'autre qui n'est pas dans ton pays. Oui. Donc il faut avoir les politiques d'accès sur le cloud. Voilà, donc ce domaine aussi, la sécurité du cloud, comment il faut gérer les accès et comment il faut gérer tes données, parce que tout autour des données, voilà, donc il faut vraiment essayer de minimiser le dégât le plus bon que tu peux faire. D'accord. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, parce qu'avec toutes ces expériences, vous êtes enseignant, vous enseignez à l'université, et vous êtes conférencier aussi. Avec tous ces projets et toutes ces casquettes que vous avez, quel est votre objectif visé? Bon, mon objectif, c'est de relever le niveau de compréhension en matière de cybersécurité, en matière de sécurité, en matière d'attaque et consorts. Donc, il faudra, raison pour laquelle j'ai enseigné, voilà, donc j'ai enseigné plusieurs modules de formation. C'est pour passer l'information, voilà. Donc, quand ça reste à ton niveau, c'est pas bon. Donc, il faut passer l'information à ce que les uns et les autres puissent s'intéresser et monter. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants que j'ai formés, ils sont dans la cybersécurité maintenant. Donc, il serait mieux d'enseigner pour passer le flambeau à d'autres jeunes, voilà, qui puissent aller plus loin. D'accord. Voilà. Et ça fait un moment que vous êtes là pour vous implanter et surtout faire véhiculer le message que vous avez avec les projets que vous avez. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que l'environnement est difficile? Et est-ce que vraiment la cible répond à ce que vous proposez? Bon, l'environnement, je peux dire que, parce que l'effort commun, c'est ce qui fait bouger la chose. Voilà. Une seule personne ne peut pas faire bouger la chose. Oui. Maintenant, et quand vous travaillez individuellement, il y a beaucoup de choses que vous allez manquer. Donc, le partage de connaissances, de compétences, voilà. Si tu connais quelque chose, il faut le partager avec les autres pour qu'on puisse aller ensemble. Oui. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et maintenant, j'avais la tendance de créer l'Ordre des informaticiens du Mali et je vois qu'il y a beaucoup de petites associations d'informaticiens par-ci, par-là, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut faire une grande association, à ce qu'on va mettre beaucoup de stratégies ensemble. C'est mieux que d'avoir des associations par-ci, par-là. Voilà. Donc, ça, c'est une de mes choses que je dois trouver une solution, essayer de les rapprocher pour qu'on puisse avoir une association très grande et combattre le mal et apprendre aussi. Donc, c'est vraiment bien. Qu'on se former encore en matière de cybersécurité, cybercriminalité et bien d'autres domaines encore. La formation, elle est importante. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Maïga, pour ces éclaircissements. Okay. Je rappelle que vous êtes Aliou Maïga, consultant international en cybersécurité et en cyberdéfense. Exactement. Merci beaucoup. Pas de quoi. Merci. Le buzz tech d'Internet cette semaine est la nouvelle offensive de Meta contre Apple. Il y a pratiquement quelques mois, Apple dévoilait au monde son casque VR qui a écrasé toute concurrence avec des technologies impressionnantes et des idées innovantes. La pomme a donné des sueurs froides à tous les autres constructeurs de casques de réalité virtuelle. Cette semaine, nous apprenons par l'intermédiaire du média coréen Mekyung que Meta se serait associé avec LG pour développer son prochain casque VR. Le prix annoncé pour ce produit avoisine les $2000 et il devrait incorporer des écrans LG ainsi que d'autres composantes issues des filiales de la marque coréenne. De plus, il semblerait que Meta ait l'intention de commercialiser un casque Guest d'entrée de gamme en 2024 susceptible de coûter moins de $200. Précisons tout de même que Meta n'a pas encore communiqué à propos de cette association. Pour autant, le rapport évoque l'appellation Meta Guest 4 Pro pour le nouveau casque haut de gamme, ce qui marque une rupture avec la convention actuelle de numérisation distincte entre les casques Guest et Guest Pro.
L'assurance coréenne évoque aussi un prix de 2000 $ pour ce nouveau casque, ce qui représenterait environ le double du tarif du Guest Pro actuellement commercialisé à 999 $ et 1199 € en France. Cependant, elle se positionnerait comme concurrent direct de la Vision Pro d'Apple. Supposons qu'un créateur de contenu, journaliste, activiste ou juste un utilisateur lambda de la technologie a toujours un souci avec un vocal ou une vidéo sur lequel il doit travailler. Peut-être peut-il transcrire ce qu'une personne raconte dans une vidéo ou l'excuse classique du réseau social WhatsApp. Je ne peux pas écouter de vocal en ce moment, tout simplement parce qu'on ne veut pas que notre interlocuteur à côté entende ce que le vocal a à nous dire. Les situations divergent et en soi, c'est sur quoi notre astuce tech d'aujourd'hui porte une solution. Une application que vous allez sûrement aimer utiliser. Je vous laisse découvrir avec Babi. Aujourd'hui, nous vous parlons de Aiko, une application de transcription beaucoup mieux que la transcription d'iOS ou celle d'autres services. Pour l'avoir, rendez-vous dans l'App Store et recherchez l'application. Quand vous l'aurez trouvée, téléchargez-la. Après l'installation, découvrez cette innovation. Elle utilise le moteur de transcription Whisper basé sur l'intelligence artificielle. L'interface est très simple avec 2 gros boutons. Vous pouvez soit dicter ou importer une vidéo ou même un vocal provenant de fichiers ou encore de l'appareil photo. L'appli va alors en local tout transcrire en texte et ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la puissance de votre iPhone en sachant qu'il faut au minimum un iPhone XS. Fait qui surprend en plus de sa gratuité, c'est que l'application ne collecte pas vos données puisque rien ne quitte la machine. Tout le travail de transcription est effectué par l'iPhone et non sur un serveur distant, donc pas même besoin de connexion Internet. Vous pouvez faire une recherche dans le texte, le copier ou encore l'exporter sous différents formats par exemple pour ajouter des sous-titres à une vidéo. Et une manière utile d'utiliser cette app au quotidien, c'est pour la transcription des messages vocaux que vous pouvez recevoir via WhatsApp, Signal ou Telegram et que vous ne pouvez écouter à cause d'un environnement. Il suffit d'envoyer le message vocal dans Aiko via le menu de partage et celui-ci va ficher le contenu du message. Et comme vous pouvez le voir, la transcription est bonne et fonctionne aussi pour les messages vocaux reçus dans l'application iMessage d'Apple en faisant glisser et déposer dans l'application. PS, c'est une application 100% gratuite et qui fonctionne bien mieux que des services payants de transcription. Deuxième note, elle ne transcrit pas le bambara, voire d'autres langues traditionnelles africaines pour ceux qui se posent la question. C'est la fin de cette rubrique. J'espère qu'elle vous aura apporté une valeur ajoutée à vos connaissances en tech. N'hésitez pas à partager autour de vous. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches et on se dit à bientôt pour d'autres tutos. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Grand merci à l'équipe de production et de réalisation. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro.